Gaston Gallimard à Bernard Grasset, Paris, le 15 octobre 1917. Monsieur, devenu l'éditeur de Monsieur Marcel Proust, je désirerais, d'accord avec lui, vous racheter ce qu'il vous reste d'exemplaires du côté de chez Swann. Je vous serai obligé de me fixer un rendez-vous. Je serai en même temps heureux, de cette occasion, de vous connaître, Gaston Gallimard. Ce jour-là, même s'ils ne le savent pas encore, Gaston Gallimard et Bernard Grasset inaugurent une rivalité qui va les opposer 40 ans. La légende familiale dit que Gaston Gallimard a pris une brouette et a quitté donc la rue de Beaune où était le siège des éditions Gallimard pour aller chez Grasset, récupérer les exemplaires qui restaient de l'édition d'origine, arracher la couverture et remettre la couverture des éditions Gallimard. Ce qui est sûr, c'est qu'il rencontre Grasset pour la première fois à cette occasion et il fait également apposer ce qu'on appelle un petit papillon de relais, c'est-à-dire une petite étiquette sur la page de titre pour masquer le nom de Bernard Grasset. Si Gaston Gallimard s'empresse ainsi d'effacer le nom de Grasset, c'est qu'il veut faire oublier un terrible ratage. Sa maison avait refusé le manuscrit de Proust quelques années plus tôt. Effectivement, il a été refusé. Est-ce qu'il l'a été peut-être sur la réputation de Proust, sa réputation mondaine? Il ne faut pas oublier que la NRF des premiers temps, c'est quand même l'austérité, c'est l'exigence. Mais au premier chef, Gaston Gallimard et André Gide ont décidé de rattraper l'erreur, bien sûr, avec Jacques Rivière. C'est effectivement Gaston Gallimard lui-même qui va concrétiser ce retour d'une certaine façon par une approche très habile, très amicale aussi à l'égard de Proust. Enfin, il le connaissait d'ailleurs bien avant la NRF, hein. Donc il y a une proximité entre eux. Et il retrouvait Marcel Proust sur la plage de Honfleur. Il faisait des grandes balades, paraît-il, le long de cette plage, en parlant littérature, j'imagine. L'affaire se conclut réellement, contractuellement, à l'occasion d'un dîner au Ritz en 1918. Gaston Gallimard est entre la France et les États-Unis à cette époque-là. Et Gaston parvient à faire signer définitivement le contrat qui va lier Proust pour la publication de la recherche, en l'occurrence plutôt. Pour la postérité, Gaston Gallimard restera celui qui a raté Proust et Bernard Grasset celui qui l'a laissé filer. Cette fois-ci, ces deux hommes si dissemblables, nés la même année, en 1881, ont traité à l'amiable. Ce sera la première et la dernière fois. En ce début du XXe siècle, porté par l'école obligatoire instaurée par Jules Ferry et les succès des Hugo, Zola et autres Jules Verne, le monde de l'édition entre dans une nouvelle ère. Le prix du papier n'a jamais été aussi bas. Les imprimeries se sont modernisées. La pieuvre verte Hachette achemine les livres jusqu'aux plus petites gares de France. Lorsque Gaston Gallimard et Bernard Grasset entrent dans l'édition, celle-ci apparaît comme relativement fermée, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances pour des jeunes de réussir. En effet, la maison Calman-Lévy, qui avait été fondée par Michel Lévy frère, occupe le devant de la scène littéraire. Vous y ajoutez la maison Plon, solidement installée, et notamment du côté des généraux, des maréchaux, des auteurs catholiques ou des auteurs de droite. Vous y ajoutez toute une série de maisons d'édition qui laissent peu de place et qui n'ont pas l'intention de laisser de la place aux nouveaux venus. Au fond, les nouveaux venus du tout début des années 1900, entre 1900 et 1914, vont être des jeunes gens entreprenants qui vont essayer de s'insérer dans une brèche. Gaston Gallimard vient de la grande bourgeoisie parisienne. Sa famille était une famille riche, qui avait du bien, et son père était un homme qui possédait notamment des théâtres, à la fois par goût du théâtre et par goût des actrices, et qui était également un grand collectionneur. Paul Gallimard a été très tôt l'un des principaux collectionneurs des impressionnistes et l'un des grands clients de Paul Durand-Ruel, qui était le grand marchand des impressionnistes. Pour Gaston Gallimard, il y avait le lieu où il a vécu toute sa vie, rue Saint-Lazare. C'était un immeuble familial où il est né là et il est mort là. Donc ça, c'était vraiment l'immeuble bourgeois de sa famille. Gaston Gallimard est tout l'opposé de Bernard Grasset. Gaston Gallimard, c'est un héritier, c'est un dandy, c'est un dilettante.
Comme son père, il n'a pas besoin de passer le baccalauréat, il n'a pas besoin de travailler pour vivre. Ce qui est certain, c'est qu'il aimait les plaisirs que procurait l'argent, c'est-à-dire les belles voitures déjà, les bons restaurants. La légende disait qu'il avait parfois plusieurs repas dans la même journée, puisque Gaston était un homme à femme, il avait parfois 2 ou 3 rendez-vous, donc il fallait qu'il court d'un restaurant à un autre pour voir ses 2 maîtresses le même jour. Et pourtant, en 1911, cet homme qui rêve de devenir un rentier oisif va se lancer un peu par hasard dans l'édition. C'est plutôt dans le feu de l'amitié que les choses se sont faites. Dans l'appartement rue d'Assas, de l'un ou de l'autre, chez Gide, chez Schlumberger. Tout ça est très artisanal. Aujourd'hui, quand on dit Gallimard, c'est une immense entreprise. Il faut bien voir une chose, c'est même pas une maison d'édition au départ, c'est un comptoir d'édition. Et Gaston, finalement, c'est celui qui accepte de s'occuper des chiffres, des paquets, de la logistique, de ce dont personne ne veut. Et vous avez accepté pourquoi? Puisque vous ne vouliez Par rien amusement. faire. Ah, par amusement. Vous aviez donc le désir de vous amuser. C'est peut-être déjà une vocation, ça. Les 3 premiers livres que j'ai fait imprimer à Bruges ont été L'otage de Claudel, Isabelle d'André Gide et La mère et l'enfant de Charles-Louis Philippe. Ces 3 premiers volumes, je suis allé chez les libraires dont mon père était le client pour leur demander de les prendre en dépôt pour 10 francs. Et j'ai pas eu de succès. Vous n'êtes pas arrivé à en placer. J'en ai placé un chez Fleury qui m'a dit qu'il faisait ça à cause de mon père. Alors les autres exemplaires sont restés en cave? Alors, les autres exemplaires sont restés en cave. Grasset n'a pas les mêmes origines de la grande bourgeoisie parisienne qui sont celles de Gallimard. Mais c'est un enfant de la bourgeoisie quand même française et très française. Bernard Grasset va être éduqué dans cette tradition-là, très catholique, très patriote, anti-parlementaire. À la mort de sa mère, donc il a 24-25 ans, la donne change un peu puisque c'est là qu'il hérite. Il hérite pas d'une fortune, mais il hérite quand même d'un petit pécule qui lui permet de monter à Paris, comme on disait à l'époque. Et il a un ami qui s'appelle Rigal, qui écrit des choses. Et Rigal lui demande un jour, mais au fond, tu pourrais peut-être me publier. Et ça démarre comme ça, dans un café à l'époque qui est très très à la mode, qui s'appelle le Vachette. Dans ces années-là, Bernard Grasset, c'est challenger, c'est-à-dire celui qui va défier un petit peu la crèmerie d'en face, pour parler un petit peu parfois son langage. Et c'est tout de suite un éditeur qui s'impose, pas encore par des méthodes, mais par une personnalité qui est totalement différente de celle de la NRF. La légende raconte que Bernard Grasset et son second Louis Brun n'ont qu'un pantalon présentable pour 2. Alors pendant que l'un tente de placer les livres de la maison chez les libraires, l'autre attend dans son appartement. Jean-Claude Fasquelle se souvient de l'impression étrange que lui fit Bernard Grasset un demi-siècle plus tard. Je suis allé au Saint-Père, j'ai rencontré là Bernard Grasset dans son bureau. J'avais 24 ans, j'étais assez intimidé. Physiquement, c'est un personnage un peu taché, enfoncé dans son col, des moustaches taillées à la va comme je te pousse, des petits yeux, un regard très pétillant. Il y a ce flair un peu de se foutre du monde, foutait de moi en plus, j'imagine. La Grande Guerre aurait pu briser l'ascension de ces 2 jeunes éditeurs. Il n'en sera rien. Alors que nombre de ces auteurs sont sur le front, Bernard Grasset, lui, ne portera pas l'uniforme. Il n'a pas été pris dans l'armée parce qu'il avait des problèmes psychiques et de santé probablement, enfin j'en sais rien, puisque ça c'est pas clair non plus, mais en tout cas il ne s'est pas planqué. Sans être sévère vis-à-vis de Gaston Gallimard, je pense que Gaston Gallimard s'est planqué, on peut le dire comme ça. Pendant la Première Guerre mondiale, de toute sa bande d'amis, c'est le seul qui réussit à passer à travers les mailles de la mobilisation. Et le pire, c'est que ses amis de la Nouvelle Revue Française sont dans les tranchées. Et ils s'écrivent dans les tranchées en disant « Pauvre Gaston, il est dans un asile, il souffre beaucoup ». Or, eux qui recevaient des obus ne savaient pas que Gaston s'était fait réformer grâce à un certificat de complaisance
et qu'au moment où eux étaient dans les tranchées, lui était chez Maxim's. Ce salon des Goncourt, de manière générale, c'est l'épicentre de la vie littéraire française, parce que c'est une chambre d'écho et une caisse de résonance. Donc bien entendu, ça a été le lieu géométrique des duels entre Bernard Grasset et Gaston Gallimard. Ici, chez Drouan, c'est l'endroit quand même où ils se sont affrontés à travers leurs auteurs et parfois leurs jurés. Grasset a décroché 2 prix Goncourt à ses débuts. Mais après l'épisode Proust, qui vaut à Gallimard d'obtenir son premier prix chez Drouan en 1919, avec À l'ombre des jeunes filles en fleurs, la guerre entre les 2 maisons va être terrible. À chacun sa méthode. Grasset est très gonflé, entre guillemets, il n'a aucun complexe, il téléphone, il paye, il n'est pas gêné du tout. Mais il est obligé d'aller à la pêche, tandis que Gallimard, il est dans la place. Bernard Grasset veut tout faire. Ça le conduit à un certain nombre de pratiques plus que douteuses. On sait qu'il avait une double comptabilité. Bernard Grasset n'a pas hésité non plus, chaque fois qu'il le pouvait, à stipendier des journalistes, c'est-à-dire à les payer pour dire du bien de ses livres. Bernard Grasset, c'est un nerveux. C'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, extrêmement actif, qui passe pour assez agité déjà. Avec l'âge, ça ne va pas s'arranger, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un entrepreneur. Une des spécificités de Bernard Grasset, c'est d'avoir conduit sa maison, on peut dire, seul. Se blesser de l'âme, comme disait Cocteau, au moins de ce point de vue-là, ne l'était pas. Il avait une autorité très forte. Alors évidemment, auprès de lui, il y avait des lieutenants, dont un a eu un rôle très particulier et important, c'est Louis Brun. Bernard Grasset a vraiment défini une sorte de politique générale de la promotion des auteurs, des figures, plus que des textes. Par exemple, les 4M. Grasset allait ce qu'on a appelé les 4M. Morand, Monterland, Mauriac, Mauroy. Ces 4 personnes ne s'aiment pas trop, et même ne s'aiment pas du tout. Or, chez Gallimard, on se flattait de privilégier d'abord les textes et une œuvre en plusieurs volumes. Ce qui fait aussi la différence entre Gallimard et Grasset, c'est que Gallimard, grâce à Gaston, grâce à sa vision, puisqu'il est un visionnaire, se vit tout de suite comme une grande entreprise qui a des visées expansionnistes de développement, alors que Grasset, c'est toujours le solitaire et qui ne pense pas à ça. Il est tellement préoccupé par le succès immédiat qu'il ne se prolonge pas, il ne se projette pas tellement sur l'avenir. Bernard Grasset va être sans doute l'inventeur de la publicité cinématographique au service du livre. En effet, lorsqu'il va publier Le Diable au corps de Raymond Radiguet, c'est-à-dire un roman complètement sulfureux, en 2 mots, un roman qui raconte les amours d'un jeune homme de 15 ou 16 ans avec la femme d'un poilu, c'est-à-dire tout ce qui fait horreur évidemment au public de 1918 ou de 1919. Il fait un clip en 6 ou 7 plans qui sont incroyables. Ça existe, c'est visible, et donc ça révolutionne complètement le système, et ça lui vaut une hargne terrible. On l'appelle le boutiquier, l'éditeur tapageur, le marchand de soupe. Jean Cocteau se moquait très souvent de l'égolâtrie de Bernard Grasset, qui était un moi surdimensionné. Et il disait, Cocteau, bientôt, mon prochain livre paraîtra avec, en très gros, marqué, un livre de Bernard Grasset, et en plus petit, en sous-titre, Paroles de Jean Cocteau. Et c'était un peu ça, finalement. Bernard Grasset faisait, d'ailleurs, il faut rappeler tout de même la une du New York Times de 1929, le plus grand éditeur français, c'est lui. Et dans l'article, il est question en effet de sa faculté de panier percé et ne regardant pas à la dépense s'il veut conquérir quelqu'un. Ça, c'est clair, oui. Cette agitation permanente de Bernard Grasset, qui proclame que l'ère des 100 000 exemplaires est ouverte, agace terriblement Gaston. J'ai horreur, plus encore que Martin Dugard, d'annoncer de faux tirages. Mais le public achète bien plus les livres qui portent sur leur couverture l'indication de très nombreux 1000.
J'en ai fait l'expérience. Quand Gaston Gallimard revient des États-Unis en 1919 et qui va fonder ce qui va devenir donc la librairie Gallimard en tant que telle, les mots qu'il emploie quand il décrit ses intentions à ses amis, à sa famille, c'est de dire « je veux créer une entreprise très commerciale ». À côté de Gaston Gallimard, il y a Raymond, il y a le financier, il y a l'homme d'affaires, il y a presque, j'allais dire, le comptable, qui fait en sorte que la maison soit toujours sur de bons rails. Il va solliciter les meilleurs pour être membre de ces comités de lecture. Les meilleurs, c'est-à-dire les grands critiques de la NRF, les grands auteurs. Malraux, Camus, Raquenot, etc. Mais le véritable lieutenant de Gaston Gallimard, c'est Jean Paulhan. Mon grand-père, Jean Paulhan, aimait beaucoup pouvoir offrir à la lecture un panorama, un éventail extrêmement ouvert de la littérature contemporaine en train de se faire. Il était à la fois le rédacteur en chef, l'animateur, comme on dit maintenant, de la Nouvelle Revue Française, qui était une revue littéraire, la première de son temps quand même, pendant plus de 50 ans. Gaston Gallimard, il a une manière de parler, de se tenir par rapport aux auteurs qui ne variera pas. Tout d'abord, il leur écrit. Il a passé toutes ses matinées, pendant plus d'un demi-siècle, à écrire des lettres aux écrivains. C'est très important, parce que quand on est publié par une maison qui porte le nom du fondateur et du créateur, recevoir une lettre personnelle, ça a de l'importance. Gaston Gallimard adorait faire des plans, des aménagements intérieurs des endroits où il a habité. Il va organiser le premier étage de cet immeuble, où il va installer, et c'est très significatif, son bureau, son secrétariat est très important, le salon des auteurs, avec un bar. Et de fait, ça lui permet d'assurer une proximité forte, effectivement, avec les auteurs. Il y a une sorte d'espionnage qui s'organise. Enfin, je veux dire, alors on appellerait ça les études de marché aujourd'hui, mais concrètement, on regarde de très très près, dans les murs de la maison, ce que fait Bernard Grasset. Il y a des tableaux comparatifs de la production par année. Il a publié tant de romans, il a publié tant de romans étrangers, il a publié tant d'essais, tant de livres historiques. 0, il n'est pas bon, très bien, c'est bon pour nous. Tant de biographies. Donc cette analyse, elle est faite, et Gaston Gallimard ajuste la stratégie de son entreprise en fonction aussi de ce que fait Grasset. La tactique de Gaston est simple. Infiltrer les jurys des prix, y placer collaborateurs et amis. On dit même que Jean Ajalbert, qui siégea 30 ans au Goncourt, est l'un de ses obligés. Les jurés sont des auteurs, sont des journalistes, ils ont des liens effectivement importants avec les maisons d'édition, soit en tant qu'auteur, soit en tant que prescripteur, commentateur, critique des œuvres, etc. Gaston Gallimard était d'une certaine manière plus malin que Bernard Grasset. Il préférait inviter à sa table, recevoir, soit en Normandie, soit aux éditions Gallimard. Il lui arrivait également de proposer, par exemple, au jury du prix Femina, de les introduire dans leur collection si elles acceptaient, entre guillemets, de voter pour un auteur Gallimard lors de la réunion du prix. Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à monsieur André Malraux pour son roman La condition humaine. Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer parfois et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. À la course au prix, Gaston va se révéler le plus fort. Il rafle 8 Goncourt entre 1919 et 1935, alors que Grasset en arrache péniblement 2. Amer, l'éditeur de la rue des Saints-Pères, dénonce la mascarade des prix. Mais il y a peut-être une raison plus secrète, plus intime aux échecs de Bernard Grasset. Il lui arrive de disparaître de Paris, parfois pour des années entières. Bernard Grasset était, je ne dis pas qu'il était fou tout le temps, il était génial tout le temps et fou tout le temps. Il était, en fait, à mon avis, il était ce qu'on appelait maniaco-dépressif et ce qu'on appelle aujourd'hui bipolaire. Bernard Grasset vivait dans les hôtels, soit dans des hôtels médicalisés. Quand il se sentait mal, il allait à Garches, il allait à Divonne, il allait à Toulon, à Bandol, etc. Il a eu des périodes comme ça d'errance avec ce qu'on appelait sa caravane, c'est-à-dire son chauffeur, la secrétaire, et puis l'ami de cœur. Il en a eu des amis de cœur énormes, dont certaines très très belles d'ailleurs.
dans ces maisons de santé, alors qu'il est sous traitement médical, tous les jours, que fait le bon Dieu, il envoie des notes aux gens qui sont restés rue des Saints-Pères. Voilà quelqu'un qui, en gros, entre les deux guerres, va être absent 9 ans de sa maison. 9 ans sur 20 ans. C'est quand même beaucoup. En 1927, le dramaturge Édouard Bourdet a en quelque sorte résumé l'opposition frontale entre Grasset et Gallimard en mettant en scène une pièce de théâtre intitulée « Vient de paraître ». On est dans les milieux littéraires, on dit que Bernard Grasset, assistant à la représentation, a reconnu Gaston Gallimard dans Le Héros et que Gaston Gallimard, assistant à la même représentation, a reconnu Bernard Grasset. Vous avez l'intention de publier le prochain roman de Maréchal? Naturellement, son prochain roman, et puis les suivants. Vous avez signé un contrat avec lui à ce sujet? Non, pas encore, mais ça va de soi. Maréchal ne signera pas avec vous pour son prochain roman. Parce que? Parce qu'il a signé ailleurs. Vous dites? Chamillard vous l'a soufflé. C'est pas vrai. Ils ont signé un contrat hier soir pour les 3 prochains romans de Maréchal. Et ils touchent 1 million à titre d'avance. Tout éditeur bien né, tout éditeur digne de ce nom, fait une jaunisse quand on lui prend un auteur. Mais parmi tous ces éditeurs, Bernard Grasset et Gaston Gallimard particulièrement ne supportaient pas qu'un auteur les quitte. C'est comme s'ils étaient quittés par une femme. Ça, pour eux, c'est insupportable. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est quand c'est l'un qui prend l'auteur à l'autre, et réciproquement. Gaston Gallimard à Bernard Grasset à Gaston Gallimard, les deux éditeurs ne cessent de s'envoyer des lettres, s'accusant mutuellement de vouloir débaucher les auteurs de la maison d'en face, en leur faisant miroiter des chèques mirobolants. La méthode Gaston pour attirer un auteur, donc c'est les lettres, c'est la revue, ça peut être les avaloirs, ça peut être diriger une collection, mais tout ça se fonde dans une qualité principale qui est le charme. C'est quelqu'un qui se dépense lui-même pour faire venir un auteur. Il n'envoie pas un collaborateur, non, c'est lui qui y va, qui monte au charbon et qui fait tout ce qu'il faut, qui déploie le tapis rouge. Gaston, pour garder un auteur, je crois qu'il était prêt à tout. On disait qu'il était prêt à faire ce qu'on appelait le coup du canapé. C'est-à-dire, comme Gaston était très très amoureux des jolies femmes aussi, il pouvait essayer de séduire un auteur comme il aurait séduit une jolie femme. Tout Paris sait qu'un auteur vous est si cher que pour le rattraper, vous sauteriez des murs de nuit. Telle est votre passion. Il m'a été conté des exemples, des fractures romantiques. Malraux, La Tentation de l'Occident, Les Conquérants et la Voie Royale sont publiés par Bernard Grasset. Il a un contrat avec l'auteur André Malraux, très prometteur. Pour autant, Malraux est très lié à la NRF et à Jean Paulhan. Et puis il se lie véritablement d'amitié éditoriale avec Gaston Gallimard, qui voit là bien sûr un auteur tout à fait intéressant à s'associer, mais qui voit là aussi un excellent éditeur, un excellent lecteur. Et Gaston Gallimard va employer André Malraux comme directeur artistique, comme lecteur, membre actif du comité de lecture, directeur de collection. Bref, le Malraux, auteur de Bernard Grasset, est salarié par Gaston Gallimard. Le cas le plus exemplaire dans le versant Gallimard, c'est précisément Vie des hommes illustres, me semble-t-il. Cette collection de biographies, je crois que Gaston Gallimard a dû proposer à tous les auteurs importants de Bernard Grasset d'écrire une biographie pour cette collection. Voilà, ça énerve évidemment beaucoup Bernard Grasset. Il a même proposé la direction de la collection à un des principaux auteurs de la maison Grasset, qui était André Mauroy. Gaston Gallimard était très attaché à ses auteurs, et donc très possessif. Et comme son rival, depuis le départ, c'était Bernard Grasset, c'est vrai qu'il n'avait de cesse, je dirais, d'essayer de piquer les auteurs Grasset. Donc, après avoir réussi cette chose formidable de récupérer Marcel Proust, il a essayé avec d'autres. Grasset a fini par effectivement devenir l'éditeur de Monterland. Il y a eu plusieurs renégociations de contrats. Gaston Gallimard lui écrit très régulièrement durant ces 20 quelques années, en gros. Et c'est peu à peu, notamment au moment de la guerre, en fait, que Gaston Gallimard va y parvenir. Pour faire fléchir Monterland,
Gaston va sortir son arme atomique, une arme à laquelle aucun auteur ne résiste. Il lui propose d'entrer dans la bibliothèque de la Pléiade. On peut dire que Gaston Gallimard était joueur. Pour moi, c'était plutôt un chasseur. C'était quelqu'un qui se postait au guet, qui voyait passer la proie. Si la proie allait manger ailleurs ou courir ailleurs, il attendait le moment où il pouvait l'avoir dans son viseur et l'attraper sans coup férir. Pour moi, le seul plaisir du métier d'éditeur est dans la chasse, le dépistage, la révélation, bref, la découverte. C'est pourquoi, si j'avais eu alors plus d'expérience, ou si une vie pouvait être recommencée, j'aurais plutôt choisi ou je choisirais la plomberie ou les produits pharmaceutiques pour pouvoir mieux ensuite publier ce qui me plairait, être épicier pour être mécène. Bernard Grasset, on peut dire qu'il a été davantage un découvreur de grands auteurs que quelqu'un qui a su les conserver. Mais il a su conserver certains à coups de chèques sonnants et trébuchants quand même. Il était très généreux, il faut... Assez classiquement, c'est que Morand se voit sollicité par Bernard Grasset en proposant des conditions financières très intéressantes pour publier son premier roman. Et Lewis et Irène paraît chez Bernard Grasset, et là ça rend fou Gaston Gallimard. C'est Jouandeau qui disait en allant chez Grasset « J'en ai assez d'être publié chez Gallimard, c'est l'équivalent du Père-Lachaise ». Bernard Grasset essayait de monter des coups médiatiques. Il y a beaucoup de gens qui étaient laissés sur le carreau de cette manière-là. Donc c'est à ce moment-là que Gaston Gallimard sortait son contrat, allait déjeuner avec eux, dîner avec eux, ou prenait contact avec eux, parfois via mon grand-père, qui était assez... circulait comme ça de manière assez... complexe entre les écrivains des différentes maisons d'édition et essayer de les ramener vers le filet Gallimard. Je pense qu'ils étaient liés par une estime réciproque. Peut-être par une certaine admiration, un peu d'envie. Je crois que chacun enviait chez l'autre des qualités qu'il n'avait pas. Mieux encore, comme Bernard Grasset se pique d'être écrivain, c'est son meilleur ennemi Gaston qui va l'éditer. Gaston Gallimard donc va éditer l'œuvre de Grasset. Il tenait beaucoup à être aussi un auteur. Il avait une conception de la vie où il avait un message à faire passer. Il est avéré que les deux hommes se voyaient pratiquement tous les mois quand Bernard Grasset était à Paris, rue des Saints-Pères. Et d'ailleurs, c'est le chauffeur de Bernard Grasset, Robert, qui allait cueillir Gaston Gallimard avec sa Talbot, et ils partaient tous les deux déjeuner quelque part, mais personne ne sait ce qu'il se disait, sinon que dans son journal, et ses notes, Grasset met des petites choses, on a beaucoup ri avec Gaston. Mais bientôt, l'atmosphère va nettement s'assombrir. Il y a, vous le savez, une boutade qu'on prête, à tort ou à raison, à l'ambassadeur nazi à Paris, Otto Abetz. En France, il y a trois forces qui comptent, le communisme au niveau politique, la banque juive au niveau économique et financier, et la maison Gallimard au niveau littéraire. Le monde de l'édition sous l'occupation, ils n'avaient pas beaucoup le choix. S'ils voulaient continuer à éditer, il fallait qu'ils en passent par les commissions de papier et donc par la censure, à la fois vichiste et nazie. La liste Otto rassemble plus d'1 millier de noms, à la fois d'auteurs et d'ouvrages interdits. On y trouve évidemment tous les auteurs juifs qui étaient publiés dans l'édition française. Désormais, plus aucun d'entre eux, Bergson par exemple, évidemment, est mis sous le boisseau. On y trouve évidemment des auteurs communistes comme Louis Aragon. On y trouve Stefan Zweig, qui incarne en quelque sorte avec Thomas Mann ces émigrés antifascistes allemands, mais qui sont d'abord et avant tout des romanciers et qui écrivent. Ce sont donc les éditeurs, à savoir Grasset, à savoir Gallimard, Fayard, Talandier, Lépuf, Albin Michel, Flammarion, etc., qui ont d'eux-mêmes effectivement élagué, je dirais même émasculé, leur catalogue. À ce petit jeu-là, Bernard Grasset va se montrer le plus zélé des éditeurs parisiens. Grasset s'est fait sa propre liste. C'est très habile ce qu'ont fait les Allemands. C'était les éditeurs qui s'auto-censuraient. On l'avait surnommé dans l'entre-deux-guerres le Napoléon de l'édition, il veut devenir le Führer. En juillet 1940, il va se laisser aller
à dire, à écrire, à proposer de publier 3 articles dans lesquels il affirme qu'il n'y a jamais eu de juifs dans sa famille et donc qu'il partage avec les nazis et l'antisémitisme et le racisme et même la vision politique. Alors Grasset est allé plus loin. Il est allé effectivement au mois d'août 1940 porter à l'ambassade d'Allemagne, à l'ambassadeur allemand, son nouveau catalogue épuré en lui demandant de l'approuver. On le voit beaucoup trop en compagnie des nazis, beaucoup trop à l'Institut allemand. Il demande à ses auteurs aussi d'aller là-bas. Et il demande surtout au pauvre Fregnault d'aller aux 2 voyages à Weimar en octobre 41 et en octobre 42. André Fregnault, au lendemain de la guerre, quand il va être attaqué personnellement, répondra oui, bien sûr, mais il y avait un représentant de Gallimard qui était de Rieux-La Rochelle, il y avait un représentant de chez Stock qui était Chardonne, et moi, il fallait bien que j'aille défendre les auteurs Grasset. Le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, vient inaugurer l'exposition annuelle du livre allemand, une des plus importantes manifestations bibliophiliques d'Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1940, Bernard Grasset est de ceux qui peuvent considérer les événements comme une divine surprise. Il se contentait d'avoir des paroles imprudentes du genre « je serai le Hitler de l'édition ». Il a vraiment cru que pendant cette période, il allait être débarrassé de tous le Mercure de France, les Gallimard, tous ces gens qui l'encombraient et qui d'une certaine manière l'accablaient de leur mépris. Gaston Gallimard, fidèle à son tempérament, va se montrer plus louvoyant. C'est en juin 40, mon grand-père, ma grand-mère, ma grande-tante et mon arrière-grand-mère partent avec les Gallimard dans une propriété des Gallimard en Normandie, replier l'atelier de confection des éditions et de la revue. Gaston Gallimard, dont on sait que les états de guerre, ça le mettait dans un état de panique, qui l'empêchait de réfléchir à la situation. Donc lui, il est parti vers Cannes et il a établi un 2e bureau des éditions Gallimard à Cannes. En septembre 1940, quand les scellés sont posés sur les portes de la Nouvelle Revue Française, ça signifie quoi? Ça signifie que la maison est fermée, bien sûr, mais que surtout qu'elle ne fonctionne pas. Et les premiers qui réclament sa réouverture, c'est quand même les auteurs. Parce que si la maison est fermée, les auteurs ne sont pas payés. Gaston Gallimard, quand il remonte à Paris, se rend compte que sa maison est un phare, que bien plus que celle de Bernard Grasset, qui le voudrait pourtant, c'est la maison Gallimard que les Allemands visent. La maison la plus suspecte, assurément, parce que considérée, entre guillemets, comme enjuivée, maçonnique, communiste, anti-allemande, c'est la NRF. C'est la NRF de Malraux, c'est la NRF en partie de Gide, c'est la NRF qui publie Freud. Et donc, ils vont venir effectivement rafler plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages pour faire peur à Gaston Gallimard. Ce qui est exceptionnel, c'est la manière dont Gaston Gallimard, à l'intérieur de sa maison, va mener sa barque. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la maison, vous avez quand même encore Jean Paulhan qui est là. Simplement, il n'est plus sur le devant. Il est dans la coulisse. Il est dans le bureau du fond. Et le bureau du devant, eh bien, c'est Drieux-La Rochelle, qui complaît davantage, bien entendu, par son engagement fasciste, aux nouvelles autorités. Je suis surtout content de ce résultat parce que j'ai écrit un livre sur la guerre et que dans ce livre, j'ai voulu affirmer, en dehors de toute question de parti, des opinions très nettes auxquelles je tiens passionnément depuis des années. Et Jean Paulhan avait pris le petit bureau à côté où il menait des activités de résistance. Mon grand-père a été menacé 2 fois par la Gestapo, une première fois en 1941 où il a été vraiment arrêté et emmené à la prison de la Santé où il a été interrogé sur ses activités résistantes. Il a essayé de ne pas parler et par miracle, au bout d'une petite semaine, Jean Paulhan est libéré. Rieux-La Rochelle a appris que Jean Paulhan était arrêté et il était allé voir tout de suite Otto Abetz en lui disant « Vous ne touchez pas à Jean Paulhan ». Pendant ce temps, Bernard Grasset, lui, s'enfonce inexorablement dans la collaboration. C'est là qu'il va créer sa collection à la recherche de la France. Et il publie, lui, le premier bouquin à la recherche de la France, qui est un espèce d'hymne patriotique à la gloire de la France, mais en même temps
où il explique qu'il faut pouvoir s'associer avec les Allemands parce que de ce mal peut sortir un bien. C'est sa thèse. Dans cette collection, il publie Drieux, il publie surtout Suarez. C'est un marquage, indéniablement. Il y a un vrai marquage collaborationniste. À Paris, dans un célèbre restaurant de la rive gauche, dominant la Seine, est décerné le prix de la Nouvelle-France. Parmi le jury, Pierre Benoît, Charles Méret, Marcel Espiau, Edmond Pilon, Bernard Grasset, Abel Herman. Par 12 voix contre 2, le prince au jasmin de Madame de Rennes l'emporte. Cependant, dans Paris, la vie continue. Ou plutôt, la vie recommence. Les premiers jours de la Libération ressemblent tous à des dimanches qui seraient un peu des 14 juillet. La libération de Paris a lieu donc le 25 août. Bernard Grasset, à ce moment-là, est dans cette phase un peu dépressive. Il vit avec sa femme, rue de la Strapade. Sa femme s'appelle Aimée, qui se faisait passer pour une comtesse italienne, ce qu'elle n'était pas, et qui le manipule visiblement. Et en septembre, un commissaire de police vient chez lui demande de prendre quelques vêtements et l'emmène au commissariat central. Et de là, il est emmené à Drancy. Donc il est incarcéré. Il est très vexé parce qu'il n'est pas avec le tout Paris mondain qui a été arrêté, il est avec vraiment les collabos moyens, si j'ose dire. Donc ça le rend fou, parce qu'en face de lui, il y a Sacha Guitry, il y a tout le pot de chambre parisien qui a collaboré. Bernard Grasset était d'un caractère difficile, un peu mégalomane. Il n'avait pas cette réserve et ce bon goût de la grande bourgeoisie qu'avait Gaston Gallimard. Donc probablement aussi a-t-il été une sorte de tête de turc, de bouc émissaire. C'était assez facile de s'en prendre à lui et le procès a été assez pénible. Je crois qu'il a pleuré. Il est allé de procès en procès et ça s'est terminé. Le premier procès se termine très mal pour lui en 1948. La moustache de Bernard Grasset a blanchi. Il est plus agité de tics que jamais, mais il va se défendre comme un beau diable. Je n'ai jamais eu aucune relation personnelle ou mondaine avec les Allemands. Je ne connaissais même pas Otto Abetz, lance-t-il à la cour. Les réquisitions du procureur sont terribles. Grasset a été au service de l'ennemi. Grasset appartenait à la 5e colonne. Grasset a publié des livres infects et criminels. Il doit être reconnu coupable et je vous demande de confisquer ses biens. Quant à la maison Grasset, elle doit disparaître. Quelques confrères éditeurs tentent bien de demander la clémence à la cour via une pétition. Parmi les signataires, Gallimard. Mais pour Bernard Grasset, les jeux sont faits. Il est interdit d'exercer sa profession. Sa maison est remise entre les mains d'un administrateur judiciaire. Tous les éditeurs qui ont participé à la rédaction des listes auto se mettent en retrait et disent au fond, nous avons la chance d'avoir, utilisant les mots de Sartre à l'époque, deux salauds. L'un s'appelle Robert de Noël, mais il sera assassiné, il n'y aura jamais de procès, et l'autre s'appelle Bernard Grasset. Le cas de Gaston Gallimard est nettement plus complexe. Mais certains aimeraient bien lui faire rendre des comptes à lui aussi. Gaston Gallimard s'y attendait pas du tout. Au lendemain de la Libération, le voici, au titre de la NRF qu'il avait laissé diriger par Drieux-La Rochelle, le voici porté comme collaborateur avec sa maison d'édition. Gaston Gallimard a pensé qu'il allait payer au fond, le fait que Drieux-La Rochelle avait dirigé l'ANRF pendant toute la guerre. Et Gaston Gallimard s'est préparé à être mis sur la touche. J'en veux pour preuve le fait qu'en février et mars 1944, il fait entrer au cercle de la librairie 3 Gallimard très proches de lui, son frère Raymond, son fils Claude et son neveu préféré Michel. On ne fait pas entrer 3 membres de sa famille à 3 semaines d'intervalle si on n'est pas persuadé que l'on va être soi-même épuré à la Libération. Gaston a peur.
D'autant que certains se font un malin plaisir de rappeler ses relations avec le lieutenant Heller, le chef de la Propagandastaffel à Paris, l'homme qui avait accompagné les écrivains français lors des fameux voyages en Allemagne. 40 ans plus tard, sur un plateau de télévision, ce même Heller évoquera le bon vieux temps. Un jour, on m'a donné le manuscrit de L'étranger de Camus. Je l'ai lu le soir, à 5 heures j'ai commencé, à 4 heures du matin, vous l'avez fini. Et le lendemain, j'ai téléphoné, j'ai dit à Gaston que... Ah, parce que vous l'appelez Gallimard, vous l'appelez Gaston? Oui. Ah bon? Parfois. Enfin, on disait Gaston. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde disait Gaston. Bien sûr, il demande des lettres, des attestations à des auteurs bien vus. Aragon, Camus, Éluard et d'autres encore sont des gens qui sont sollicités, ou Sartre, bien sûr, mais parfois ils ne sont même pas sollicités. Parfois c'est d'eux-mêmes, apprenant que Gallimard pourrait avoir des ennuis, qu'ils proposent des lettres. Gaston Gallimard a peur pour lui et pour sa maison. La stratégie de Gaston Gallimard est très simple. Sacrifier la revue, la NRF, pour sauver sa maison d'édition. Gaston Gallimard devra répondre, comme la plupart des éditeurs, de ses actes devant un comité d'épuration, mais il sera blanchi parce que dans son catalogue, il a beaucoup de résistants. Il a évidemment Camus, il a Jean-Paul Sartre, et il en a bien d'autres. Et même Aragon va le rejoindre rapidement. La revue, NRF, est liquidée. C'est Jean Paulhan lui-même, du reste, qui s'occupe de cette liquidation. Pour autant, la vieille rivalité entre Bernard Grasset et Gaston Gallimard n'est pas apaisée. Alors là, je me projette en 1953, au moment où la Nouvelle Revue Française a l'autorisation de reparaître. Tout le monde se rappelle cette phrase où François Mauriac parle de la Nouvelle Revue Française, cette chère vieille tondue dont les cheveux ont mis 8 ans à repousser. 8 ans, 45, 53. En 53, les cheveux repoussent, la Nouvelle Revue Française reparaît. François Mauriac, qui entre-temps s'est paré de son habit blanc de résistant, qu'il a réellement été, a fondé une revue qui s'appelle La Table Ronde, et il voit reparaître la Nouvelle Revue Française, et de nouveau, ce sont les clans d'avant la guerre qui ressurgissent. C'est le fantôme de Bernard Grasset contre le corps physique de Gaston Gallimard. Bernard Grasset ne s'est jamais remis de ses condamnations. Ça a été un coup très dur pour lui, à la fois physiquement, psychiquement, parce que ses procès ont été longs, difficiles, douloureux, et puis économiquement aussi. Il ne s'est jamais remis non plus du fait que Monterland en a profité pour le quitter, a demandé de reprendre sa propriété littéraire et de partir. Mauriac également va le quitter. Au fond, ces auteurs d'avant-guerre, et y compris André Mauroy, n'ont plus rien à faire chez lui. La maison Grasset n'avait plus d'argent parce que les années où Bernard Grasset n'a pas pu s'occuper de la maison ont été un peu catastrophiques. Mais fidèle à son tempérament, Bernard Grasset ne s'avouera jamais vaincu. Grasset, qui a fait appel de son indignité, peut revenir dans la maison. Et c'est là où il lance Hervé Bazin, où il lance Dominique Lapierre. Dans toutes les batailles juridiques qu'il a menées, et les batailles, y compris avec sa famille, qui a voulu le mettre sous tutelle à l'époque, dans toutes ces batailles juridiques, il faut quand même dire une chose, aucun de ces grands auteurs ne l'a jamais soutenu, à l'exception de Jean Giraudoux. C'était un peu l'éditeur maudit, oui. Ça a été l'éditeur maudit pendant 2 ans. Donc il est dans une espèce de déploration permanente et il vit à l'hôtel Montalembert, à côté de chez Gallimard d'ailleurs. Et c'est là qu'il meurt. Et il meurt le jour où Jean Cocteau entre à l'Académie française. La vieille dame du Quai Conti a accueilli l'enfant terrible des lettres. Avec monsieur André Mauroy, le tout Paris littéraire et artistique et le tout Paris proprement dit, Marcel Pagnol, Jean-Gabriel Domergue, Duhamel, Arletty, Jean Marais, les reines Élisabeth de Belgique et Marie-Josée d'Italie étaient présents à ce lever de rideau sensationnel. C'est Henri Muller qui vient dire à Jean Cocteau que Bernard Grasset est mort, et c'était une soirée très mondaine chez Bibesco, il me semble.
Et Bibesco dit à Muller, si c'est des nouvelles comme ça que vous avez à nous apporter, gardez-les pour vous. Le jour de la mort de Grasset, Gaston jette quelques mots sur un papier, une épitaphe à son grand rival. Je l'aimais pour ses défauts même, car il venait de sa passion. Sa concurrence était stimulante. Ce fut le plus grand éditeur après Alfred Valette. Mais en écrivant ces mots, Gaston le sait bien. Le plus grand, c'est lui. Dans les années 50, Gaston Gallimard passe dans l'opinion publique comme le grand éditeur français, sans aucun doute. Quelques jours après, le prix Renaudot était décerné à Robert Margerie, que l'on voit ici en compagnie de son éditeur Gaston Gallimard. Faulkner et Hemingway sont venus bien sûr chez Gallimard. Il y a des photos de Faulkner avec Gaston Gallimard, une fameuse journée, voilà, où il était question beaucoup d'alcool, voilà, bien sûr. Gaston est devenu le roi de l'édition française. Grasset n'avait-il pas écrit un jour « Cher Gaston Gallimard, vous êtes certainement l'un des hommes les plus embrassés de Paris. » On le voit ici en 1958, arrivant au mariage de Françoise Sagan et de Guy Scheller. Tous les plus grands auteurs sont désormais publiés par Gallimard. Pourtant, comme au plus fort de sa rivalité avec Grasset, Gaston ne peut s'empêcher de griffonner des listes d'auteurs à reprendre à ses concurrents. Avec moi, il a eu pendant des années et des années un comportement épouvantable. Moi, j'avais 23, 24 ans, je dirigeais une maison d'édition, c'était déjà une folie furieuse. Et il me cognait dessus comme si j'étais un dangereux concurrent. Un seul des auteurs de la maison ose encore le défier, Louis-Ferdinand Céline, qui le traite de désastreux épicier, de vieux coffre-fort qui fait blabla, et se plaint de sa pingrerie. Je suis lié par M. Gallimard à certains engagements qui me permettent de lui demander des avances, comme ça s'appelle, et qu'il se fatigue de me donner des avances s'il ne vend pas. Et pour vendre, il compte beaucoup sur la publicité. Et si je me refuse à tout effort publicitaire, évidemment, il ne me donnera plus d'avance. C'est assez simple. Alors, vous êtes ici pour m'aider à attirer les avances de Gallimard. Il paraît que quand Céline débarquait chez Gallimard, donc Gaston avait son bureau dans les étages, Céline rentrait furibard et ressortait doux comme un agneau. Mélancolique, Bernard Grasset avait écrit au soir de sa vie « Il m'arrive de regretter de m'être entêté dans le célibat. Et j'avouerai que je jette parfois des regards d'envie sur la tribu qui mène la maison d'en face, sous le glorieux patriarcat de Gaston. » Gaston, dans les 10 dernières années de sa vie, c'était un très vieux monsieur, puisqu'il est mort à 95 ans, avait une vie très ritualisée, c'est-à-dire qu'il continuait à venir au bureau, donc chez Gallimard, tous les matins. Il lisait la presse. Après, il avait un déjeuner, et puis il revenait au bureau, et il repartait assez tôt, vers 5 heures, et il rentrait chez lui. On avait des rapports affectueux, il était là, on passait tous les week-ends avec lui, il venait dans notre maison familiale, à la campagne. Donc là, c'était vraiment le grand-père. Il était avec sa femme, avec mon père, avec ses petits-enfants, et on avait des week-ends familiaux où il y avait parfois des écrivains qui venaient, bien sûr. Je me souviens notamment de Paul Morand avec sa torpedo blanche, parce que ça, c'était assez incroyable en tant que petite fille de voir des choses pareilles. Il y avait aussi Georges Junot, qui était un habitué de la campagne, qui, avec son accent un peu du Midi, qui m'impressionnait. Puis il y avait Queneau, enfin, il y avait pas mal de gens qui passaient là. Gaston Gallimard est tout sauf un patriarche lorsqu'il va mourir en 1975. Il aime toujours autant la belle vie, il aime toujours autant aller au restaurant, il aime toujours autant aller au théâtre, il aime toujours autant les femmes et les chevaux, les belles voitures, mais pour autant, il n'a absolument pas délaissé les affaires. Il est regardé comme un véritable monument aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie. La situation de Gaston Gallimard est telle qu'il est indétrônable. Pourquoi ? Mais parce que, avec son sens de la durée qui est extraordinaire, il a créé un fond. Et ce fond, ça va être l'or noir de Gallimard, et c'est toujours l'or noir de Gallimard. Ils ont fait la plus belle maison du monde, c'est une splendeur. Et ce qui est magnifique, c'est que
vit encore et très brillamment. La France va faire un beau cadeau posthume à Gaston Gallimard. La rue Sébastien Bottin, qui abrite sa maison d'édition, va être rebaptisée à son nom, rue Gaston Gallimard. Si Gaston avait pu imaginer une seconde qu'il y aurait une plaque au nom de Gaston Gallimard, je pense qu'il aurait éclaté de rire. Il aurait dit « mais non, c'est une blague, me fait le maire de Paris ». Je pense que si Antoine Gallimard, son petit-fils, actuel président des éditions Gallimard, a accepté le fait qu'une partie de la rue Sébastien Bottin soit rebaptisée rue Gaston Gallimard, c'est que c'était certainement faire l'honneur à sa maison et à son grand-père, mais c'était aussi faire l'honneur à l'édition, tout simplement. Il n'y a pas de nom de rue à Paris qui porte le nom d'un éditeur, si ce n'est la rue Gaston Gallimard. Ironie du sort, cette plaque est apposée sous la fenêtre même de la chambre de l'hôtel Montalembert, dans laquelle Bernard Grasset a poussé son dernier soupir. Un peu comme si, en honorant le patron de la NRF, la postérité malicieuse avait voulu y associer son rival de toujours, son meilleur ennemi, celui sans lequel peut-être Gaston ne serait pas devenu Gaston Gallimard.